Bien le bonjour, cher auditeur. Alors j'espère que tu es en bonne situation, que tu es parti soit pour courir, soit que tu es en train de conduire peut-être aussi, ou en train de faire la vaisselle, ou de t'endormir, ou que tu es au travail. Et alors là, bien joué d'écouter des podcasts au travail, une belle croquette comme ça faite au patron. Enchanté, bienvenue, tu es sur l'Instant Outdoor et là on va parler aujourd'hui du Grand Raid du Finistère. Alors si tu ne suis pas les réseaux sociaux, tu n'as peut-être pas entendu parler de ce Grand Raid du Finistère. Qu'est-ce que c'est 166 km, 3700 de dénivelé positif que j'ai organisé le 16 septembre. Alors là j'enregistre le 22, donc l'événement est passé. Et alors là, j'ai décidé en fait de te faire un petit podcast pour te raconter l'histoire, te raconter aussi les galères qu'il y a eu durant l'organisation de cet événement, te raconter comment s'est passé le jour J et aussi l'après. Qu'est-ce qui s'est passé après cet événement et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors tu vois, on est juste après, hein. Il s'est passé que quelques jours, le temps de redescendre un petit peu, mais on va aussi parler de la suite, du futur de cet événement. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast. Je me suis fait une petite liste à suivre de choses à ne pas oublier, de te raconter. Mais comme d'habitude sur le podcast L'Instant Outdoor, la digression est reine et je ne m'interdis pas de digresser, de partir sur des sujets qui me feront envie, où je penserai sur le moment. On ira dessus sans problème. Alors, l'histoire. Donc... Le projet du Grand Raid du Finistère, il est né déjà en 2020 parce que il y a eu une période, je ne sais pas si tu te souviens, un petit peu, où on était confinés. Alors le confinement, cette fameuse période de notre vie où on s'en souvient tous, on parle tous du avant confinement, pendant confinement, après confinement. C'est devenu une période de temps, tu vois le truc. Il se passe pas une journée sans que tu entendes « Ouais, tu te souviens, c'était avant le confinement » ou « C'était après le confinement ». Ça, c'est un moment référence, quoi. Tu vois. Avant, il y avait les attentats du 11 septembre et maintenant, c'est confinement. Alors, juste après le confinement, en juin 2020, j'ai organisé avec William Demer un truc entre potes. On était 17 à prendre le départ de ce tour de la presqu'île de Crozon. À l'époque, le circuit faisait 140 km. C'était à l'initiative de William qui m'avait dit « Tiens, je te suis sur pas mal de courses. On a fait plein de courses ensemble. On s'est jamais croisés, on s'est jamais parlé. On habite pas loin l'un de l'autre, mais on s'est jamais rencontrés. J'aimerais bien faire ça. Est-ce que ça te dirait qu'on l'organise ?» Moi, j'ai dit feu, banco. Je suis originaire de Telgruc, donc qui est une des communes de la presqu'île de Crozon. Et c'est là-dessus, sur ces terrains-là, que je m'entraînais. Étant gamin, quand je préparais le concours des pompiers de Paris, j'allais beaucoup courir sur ces sentiers-là. Ok, allons-y, feu, belle activité, beau projet, allons-y. Et donc on organise ça, je communique un petit peu sur les réseaux La Planète Trail. Au final il y avait deux distances d'organiser, une qui partait de Camaret, 57 km, une autre qui faisait le tour de la presqu'île, donc 140. Et nous voilà partis, truc non officiel, avec une arche dans le jardin de chez ma mère, avec un petit barbecue d'organiser le soir après la course. Enfin voilà, bonne ambiance. Course qui n'en était pas vraiment une. En fait, il y a plusieurs petits groupes qui se sont créés. Les gens restaient ensemble, s'entraidaient, tout à l'orientation, pas de trace, pas de balise. Enfin, si, une trace, mais une trace GPX. Pas de balisage, des ravitaux, on dépose des sacs dans des remorques que des gens se chargent à cheminer, on retrouve la remorque à un endroit. Enfin voilà, c'était vraiment à l'arrache, un peu bonne franquette, de l'aventure, du goût, des souvenirs, des gens contents avec une belle aventure passée. Et puis, il y a eu cette année 2021 qui a été un petit peu dur, la suite, il y a eu encore des restrictions, des masques, des annulations de courses. Ma vie perso a été aussi très intense, très chargée, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast sur cette année 2021. Ma fille est née, problème cardiaque, 2 opérations, passage du DU Trail Running à Grenoble, changement de boulot. Bref, année 2021, pas une année à organiser un trail, tu vois. Mais 2022...
Pourquoi pas, relance du projet. Par contre, là, je me dis, bon, faut faire les trucs sérieusement. On va essayer d'organiser un événement officiel. Alors, c'est là que les galères commencent, parce que, en fait, quand tu veux organiser un événement officiel, faut le savoir, pour inscrire ta course au calendrier officiel de l'année, par exemple, à 2023, eh bien, il faut le faire avant le 31 août 2022. Donc quand tu lances un projet en février, eh bien impossible d'inscrire une course à un calendrier officiel quand l'année est déjà en cours. Donc forcément, ce sera une course qui ne sera pas officielle, du moins pas inscrite au calendrier officiel, ce qui simplifie quelque part certaines démarches, hein. Vous allez le voir juste après, je vais te raconter tout ça. Alors, pour organiser cet événement, ce trail, je me suis dit, bon, on va commencer par s'entourer, parce que organiser un ultra trail, c'est quand même pas rien. Mais j'ai envie de garder quand même l'esprit de ce trail, de cet événement. Et alors là, je commence à m'entourer, et puis au final, je me fais finalement presque avoir, parce que quelqu'un veut me piquer le projet et se l'accaparer, et ne pas du tout y mettre les valeurs que moi j'ai sur cet événement, ce projet qui se veut différent. On en parlera tout à l'heure. Et donc, je ne m'attarderai pas trop sur ce sujet-là, parce que j'ai pas envie de créer de la polémique, parler dans le dos des gens. Mais bref, il faut savoir que ça a existé. Et donc, en une semaine, je répète, en une semaine, j'ai créé l'événement sur Nextrun, qui est la plateforme que j'ai utilisée pour l'inscription. J'ai créé tous les réseaux sociaux, j'ai créé un site internet, j'ai pris rendez-vous avec l'ensemble des communes, j'ai créé un règlement, j'ai créé une affiche, j'ai créé plein de supports de communication, j'ai créé tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'ai communiqué partout sur mes réseaux que cet événement allait avoir lieu. Bref, le truc s'est fait en même pas une semaine. J'ai eu un espèce de flow où j'ai créé tout ça en une semaine, et j'ai pris rendez-vous avec les 11 communes. 11 communes que traverse le parcours. Alors certaines, comme Trégarvan, le parcours traverse sur très peu de kilomètres, sur 3 kilomètres je crois, mais d'autres, c'est sur des portions qui sont bien plus grandes. Mais bref, il y a 11 communes qui traversent le parcours. Alors, il a fallu aussi revoir tout le parcours, définir aussi les emplacements des ravitaillements, etc. Tout ça en une semaine. Donc, des petites nuits, mais une envie de créer, de faire. Et une fois que tu as créé et fait tout ça, pris rendez-vous avec toutes les communes, balancer les dates et tout ça, créer l'inscription, machin, et que tu redescends un peu, tu te dis, ben voilà, j'ai déjà presque 20 inscrits, ça a été très vite. Bon, bah maintenant faut faire, voilà. Donc là, c'est là où tu te dis, bon, je me suis peut-être emballé. Mais ben, t'as plus le choix en fait. Tu vois, t'as déjà des personnes qui ont payé, qui sont inscrites. Il faut le faire maintenant, faut le faire, voilà. Donc t'as plus le choix, c'est comme l'expression t'as brûlé tes bateaux. Comme quand on te dit, c'était une stratégie de guerre d'un célèbre général, alors je sais plus où c'est exactement, mais parce que ces troupes, elles étaient en nombre largement inférieur que les troupes d'en face, et le général, pour motiver ses troupes et leur dire bah maintenant vous avez plus le choix, vous avez plus de repli, il a brûlé ses bateaux. Donc ça, c'est une stratégie quand vous voulez pas vous laisser le choix. Et ben là, j'avais plus le choix en fait. J'avais tout le monde qui était déjà inscrit, le projet qui était connu. Enfin bref, si je revenais en arrière, je trahissais des gens, je décevais des gens. Je passais pour quelqu'un qui avait pas de parole aussi. Ça, c'est important pour moi d'avoir une parole, d'avoir un honneur, d'avoir une fiabilité, d'être quelqu'un qui effectue, qui exécute. Quand tu dis que tu fais quelque chose, bah tu le fais. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi, dans mes valeurs. Et donc, j'avais plus le choix. Donc, du coup, les premières galères, ça a été forcément de prendre rendez-vous avec ces 11 communes, de leur expliquer le projet, parce que pour beaucoup, elles connaissent en fait la discipline de la course à pied, mais le concept de faire 166 km autour de la presqu'île de Crozon avec 3700 de dénivelé,
et de courir la nuit. Et bah ça, en fait, beaucoup ne connaissent pas. Faut se mettre à la place des gens. Il y a beaucoup de sports qui existent, beaucoup d'activités sportives qui existent. Et quand on n'est pas dans le trail, c'est pas encore une discipline qui est... là, toi qui écoutes ce podcast, pour toi, c'est une discipline qui est évidente. Mais en fait, pas encore pour tout le monde. Donc il faut leur expliquer que les gens vont courir la nuit, qu'il va y avoir des gens qui vont rester toute la nuit sur un point pour les attendre et puis les aider à se ravitailler. Ça, c'est des concepts en fait que ces gens-là ne connaissaient pas. Il a fallu faire de la pédagogie, un peu de politique aussi, de rassurer les gens. Et puis il a fallu convaincre aussi toutes les organisations qui sont chargées de prendre soin de ce territoire, de cet environnement qui est ultra privilégié, ultra protégé. Donc dans ces personnes-là, il y a l'ONF, l'Office national des forêts, il y a Natura 2000, il y a le conseil départemental, on passe sur le Ménézum, qui est une zone qui a brûlé encore cet été, donc une zone à protéger, une zone qui est surveillée par le conseil départemental. Il y a aussi le conservatoire du littoral. Il faut savoir que une des règles du conservatoire du littoral, c'est donc en fait le conservatoire du littoral, c'est une organisation qui achète des terrains pour qu'il ne s'y passe plus rien en fait sur ces terrains-là et pour pouvoir les protéger. Donc c'est des terrains, tu passes en fait sur des terrains qui leur appartiennent mais ce sont quand même les communautés de communes qui en ont la charge de l'entretien, etc. Et donc tu dois quand même leur demander l'autorisation et sachant qu'il y a quand même une règle qui est quand même importante qui veut que aucune activité sportive ne se fasse la nuit sur ces terrains-là pour laisser tranquille tous les animaux qui voient déjà beaucoup de randonneurs, de sportifs passer tout au long de la journée. Voilà. Donc du coup, tu dois me présenter ton projet à toutes ces personnes-là, tous ces gens-là, et puis attendre leur validation. Ensuite, il a fallu trouver des bénévoles. Alors là, j'ai pour le coup la chance d'avoir le réseau La Planète Trail et des gens des proches qui sont prêts à me suivre sur mes projets tous plus fous les uns que les autres et qui grâce au bouche à oreille, tiens viens, ça va être sympa, on va bien s'amuser, ça va être pizza, après on va aller boire un coup, on va voir passer les coureurs, on va essayer d'en prendre soin, etc. Bref, j'ai eu des bénévoles comme ça qui ont été moteurs pour recruter des gens et créer en fait une espèce d'ambiance. Donc là pour le coup le sujet bénévole, ça n'a pas été un si gros sujet que ça de galère, contrairement à beaucoup d'autres événements qui galèrent à trouver des bénévoles. Là pour le coup le Grand Raid du Finistère n'a pas été concerné par ça. Alors il y a plusieurs raisons aussi qui expliquent ça, c'est que le nombre de bénévoles était ultra limité parce que déjà peu de coureurs, une cinquantaine. Il y a aussi le fait qu'on n'ait pas de balisage, donc tu n'as pas tout ce balisage à mettre en place et à enlever. Tu n'as pas de ravitaillement. Donc, tu en as, mais on y reviendra tout à l'heure, les conditions. T'as finalement pas beaucoup de zones à assurer parce que les coureurs avaient pour consigne de respecter le code de la route, donc tu ne barres pas les routes. Donc tout ça, c'est des bénévoles que tu ne dois pas positionner à certains endroits. Donc voilà, ça limitait grandement le nombre de bénévoles dont on avait besoin pour organiser l'événement. Et puis un seul départ. Donc forcément, un seul départ dans une zone, t'as qu'un seul lieu à organiser, à mettre en place, que ce soit pour le départ comme pour l'arrivée. Donc finalement, t'as pas besoin de tant que ça. J'avais 35 bénévoles qui étaient présents pour l'ensemble de l'événement. Pour un ultra trail, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Alors les terrains privés, ça c'est pareil, j'en avais finalement pas beaucoup. Et puis la chance que j'ai, c'est que sur le GR34 qu'on emprunte sur une très grande partie du sentier, les quelques terrains privés que l'on a, en fait il y a un droit de passage qui est de fait parce qu'on est sur le GR, donc t'as pas d'autorisation à demander, donc j'ai eu aucune demande d'autorisation de terrain privé à faire. Et ensuite il y a eu le dossier préfecture, ce fameux dossier préfecture qui est
une grande joie pour tous les organisateurs de remplir ce dossier préfecture. Alors là, faut donner justement toutes les personnes qui sont signaleurs avec... parce que il y en avait quand même quelques-uns au début du parcours avec leur numéro de permis de conduire. Bah oui, s'ils doivent faire respecter le code de la route, il faut quand même qu'ils connaissent un peu le code de la route. Euh, Tu dois donner toute la trace, l'assurance, tu dois donner quoi d'autre encore, le règlement, la validation justement de Natura 2000, enfin voilà. Tous ces documents-là aussi, il a fallu les remplir. Alors, bien souvent, il manquait quelque chose, donc jusqu'à une semaine avant l'épreuve, en fait, j'avais toujours pas l'autorisation de la préfecture d'organiser cet événement. Donc là, petit coup de stress quand même, hein. Tu te dis une semaine avant, je dis rien au coureur, je dis rien à personne, mais finalement, j'ai toujours pas l'autorisation de la préfecture. Donc bah, tu prends ça pour toi, tu gardes ça pour toi, et puis tu patientes, tu relances pas parce que t'es serein, tu te dis que ça va le faire, on t'a dit que ça allait le faire, donc ça va le faire. Et finalement, eh ben ça le fait. Voilà, tu as l'autorisation de la préfecture et alors là, délivrance. Première délivrance, tu te dis que le jour J va pouvoir arriver. Alors, le jour J, justement, parlons-en. Comment s'est passée cette journée? Alors déjà, moi, je pensais que la veille, j'allais très mal dormir, que j'allais être stressé parce que j'avais oublié de faire ci ou ça, sachant que les nuits qui précédaient, la nuit de la semaine avant, j'avais toujours un réveil naturel à 5h30 du mat. Tiens, j'aurais pu faire ça. Ah ouais, tiens, je vais mettre ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Pour les coureurs, je sais pas, je vais leur faire un roadbook. Allez, je vais faire un roadbook pour les coureurs. Allez, je vais faire un roadbook pour leurs accompagnants. Allez, je vais faire ci, je vais faire un relive du parcours en 3D et tout, ça va être génial. Voilà, donc j'avais toujours des réveils comme ça où je me disais, ah, faut que je fasse ça. Et en fait, la veille, enfin le matin de la course, pas du tout. J'ai très bien dormi la veille de la course. Et heureusement, parce que je savais que derrière, j'allais avoir une petite nuit le jour de l'événement, parce que je voulais profiter à 100% de l'événement et j'étais très content d'avoir bien dormi la veille et c'était important. Alors, contrairement à, là, je vais le balancer dans le podcast hein, pour le charrier un petit peu, j'ai mon meilleur pote Thomas qui est lui pompier de Paris encore, qui travaille, si vous faites le 18 sur Paris, vous risquez de tomber sur mon copain Thomas. Et en fait, lui, il bossait donc le jeudi et le vendredi matin, il devait prendre un train très tôt et il a oublié, enfin, son réveil ne l'a pas réveillé ou problème de réveil, panne de réveil, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, il a raté son réveil, il a raté son train et il a pas pu venir aussitôt qu'il aurait dû et pour m'aider à organiser tout ça, sachant que en fait, j'avais pas tant que ça besoin de Thomas parce que, bah, enfin, voilà, toute aide est bienvenue évidemment, mais en fait, Thomas étant mon frérot, le vrai soutien qu'il m'apporte, c'est d'avoir quelqu'un pour souffler, apaiser, changer de sujet, déconner, et en fait limiter cette pression qu'on peut avoir en tant qu'organisateur parce que bah, le jour J, en fait, tout le monde compte sur toi. Même si tu as fait des fiches bénévoles, même si tu as essayé d'anticiper plein de trucs, et bah, tu as toujours des gens qui viennent te poser des questions. Tiens, comment on fait ci, comment on fait ça? Et puis, moi, je dois faire quoi après? Ah, ben, j'ai pas trouvé. Et puis, tu as un officiel qui arrive, le chronométreur, tu dois le recevoir, l'accueillir. Voilà, tu as toujours des choses à faire et d'avoir quelqu'un comme ça qui peut t'épauler pour juste souffler et puis t'aider à déconnecter, décompresser, bah, ça fait beaucoup de bien. Bon voilà, du coup, quand Thomas est arrivé en début d'après-midi, il a eu le droit à sa petite standing ovation pour le charrier un petit peu, et puis c'était parti. Alors l'installation, en fait, ça a été très simple, et parce qu'on était presque 10 pour installer le site, ça a été fait très rapidement, et au final, j'avais préparé beaucoup de choses aussi en amont, toutes les étiquettes étaient prêtes, les dossards étaient prêts. Il manquait la balise du chronométreur, mais bon, voilà, il suffisait d'installer un carton avec des enveloppes que lui avait déjà préparées. Finalement, en fait, ça a été assez rapide. Il manquait le conditionnement des bières qui était le lot participant pour les coureurs.
Et puis c'est tout en fait. Donc ça a été assez rapide, assez efficace et du coup on a pu prendre le temps d'installer aussi les arches dehors, d'installer la sono. Enfin bref, ça a été une matinée en fait, on a mis 3 heures, mais ça a été cool en fait. Il n'y a pas eu de précipitation et puis en fait après derrière après à midi et quart, on a pu commencer à manger. C'était bonne ambiance, on était ouais une dizaine. Pain, pâté, vin rouge, des petites salades. Euh, des contractions en fait. Il n'y avait pas de pression, pas de stress. Et puis ça s'est super bien passé. Après, ben, on avait prévenu les coureurs qui pouvaient venir à partir de 13 h. Et puis on était encore en train de manger, on était encore à table que les premiers coureurs sont arrivés. Et puis on a pu leur donner les... bah, on avait préparé un petit circuit en fait où ils commençaient par ben, prendre leur dossard avec une petite vérification qu'ils avaient bien donné tous leurs documents, donc avec le certificat médical, etc. Le règlement était OK. On leur donnait aussi des petits tickets s'ils avaient pris des repas pour leurs accompagnants pour le soir. On avait un petit gobelet en silicone pour les coureurs parce qu'il n'y avait pas de gobelet sur le parcours. Des petites étiquettes qui étaient préparées pour qu'ils puissent étiqueter leur sac, qui se retrouveraient sur les bases vie. Ils avaient aussi la balise GPS à retirer et puis leur lot, donc quatre petites bières, une bière blonde fabriquée en Bretagne, qui les attendait et qui était très appréciée pour l'après, de la part des coureurs, du moins c'est les premiers retours que j'en ai eu. Donc un circuit simple avec un espace après pour étiqueter les sacs et puis les disposer dans des compartiments qui étaient prévus. Alors le Grand Raid du Finistère, c'est une épreuve qui est particulière, qui est une épreuve qui est difficile parce qu'elle demande une belle connaissance de son corps, de soi, une connaissance aussi de son matériel. Et là, c'est un point sur lequel je vais insister parce que peut-être que tu as envie de le faire, peut-être que tu es breton, tu te dis ah chouette, un 100 miles juste à côté de la maison, pour une fois, il n'y en a pas beaucoup, ça peut être chouette. Mais le Grand Raid du Finistère, c'est une épreuve difficile, j'insiste, c'est une épreuve difficile. Déjà par le temps, alors je vais boire un coup. Le temps que tu as pour faire l'épreuve, c'est 31 heures. 31 heures, 166 km, faut pas chômer quoi. Donc déjà par ce chrono-là, cette barrière horaire-là, c'est une barrière qui va rester parce que ça reste de la course à pied, ça reste aussi des bénévoles qui restent pendant longtemps sur les points et puis ben, au bout d'un moment, faut les libérer. Et puis une volonté aussi de rehausser le niveau. Et puis en fait, c'est aussi une difficulté par l'absence de balisage. Donc ça demande un réel entraînement, de s'entraîner à regarder sa montre, à se dire est-ce que je suis sur la bonne trace tout le temps, être en train de se dire bah tiens, est-ce que je me suis pas planté, d'être vigilant à ça tout le temps. Ça demande une vraie concentration, c'est fatigant, c'est éprouvant. Et se mettre en binôme, c'est peut-être une bonne idée pour se relayer au suivi de la trace, pour économiser cette énergie-là, cette attention-là, surtout la nuit. Parce que faut savoir que l'ensemble des coureurs s'est perdu au moins une fois sur la trace. J'ai fait un petit sondage après, une petite enquête de satisfaction de la part des coureurs, et l'ensemble des coureurs se sont perdus. Voilà, au moins une fois. Donc c'est quelque chose auquel il faut se préparer, s'entraîner, connaître son matériel. Et là, c'est peut-être un point sur lequel j'insisterai plus pour la prochaine édition, de peut-être faire même une vidéo tuto, comment courir avec sa montre en orientation, et aussi d'imposer, en fait, sur la prochaine édition, je vais imposer un matériel d'orientation obligatoire. Parce que là, cette année, on a un coureur qui est venu sans rien. Il est venu sans montre. Pourtant, c'était annoncé qu'il n'y avait pas de balisage. Mais en fait, il a dit bah, c'est pas grave, je suivrai. Bon, je vais m'orienter comme je peux. Peut-être, je sais pas comment il comptait faire avec les étoiles. Et au final, bah, ce coureur-là, inévitablement, il s'est perdu. En fait, il est parti dans une mauvaise direction, pensant qu'il était dans la bonne.
Donc ça met en difficulté les organisateurs parce que bah, tu dois aller le chercher en fait. Hein. Tu vois en fait, heureusement, chaque coureur était équipé d'une balise GPS et ça c'est un truc sur lequel on va rester, qu'on va garder. Le coureur il s'est perdu en fait et on le voyait sur la trace, il n'était pas du tout sur. Donc du coup, heureusement que j'avais prévu des gens pour aller chercher comme ça les coureurs qui se perdaient. Mais cette même personne était prévue d'assurer en fait un point d'eau et bah, du coup ça s'est joué à peu de choses, à 5 minutes près, le temps d'aller chercher notre coureur perdu et d'aller sur ce point d'eau, et ben à 5 minutes près les premiers de la course arrivaient. Donc ça s'est joué à peu mais on a réussi à gérer, ça s'est bien passé, c'était transparent pour les coureurs et ça c'est le plus important. Donc je reviens à au départ. Donc les premiers coureurs qui arrivent. Donc là, le départ, c'est toujours quelque chose d'émouvant. En fait, on voit ces coureurs qui sont prêts, qui ont la détermination dans le regard, qui ont envie d'être là, qui ont envie de partir. On voit des jambes qui frémissent. On en voit d'autres qui font une petite sieste sur la pelouse avant le départ. Et moi, je teste mon matériel. Voilà, finalement ma deuxième animation d'événement. Je teste mon matériel, tout fonctionne bien, sauf que bah, manque d'expérience. Et là, pour le coup, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai pas testé mon matériel là où je devais l'utiliser. En fait, je l'ai testé juste à côté de la sono, mais je l'ai pas testé juste à côté de la ligne de départ. Et puis vérifier qu'on m'entend bien, que le micro fonctionne bien, ça avec la distance. Et en fait, j'avais 2 micros à disposition et j'ai pris le mauvais. Donc sur la ligne de départ, ça coupait, on m'entendait pas. Au final, j'ai fini par lâcher le micro et puis donner mes consignes à la voix. Donc il a fallu hausser la voix, il a fallu avoir capté l'attention des coureurs. Mais au final, pour 50 coureurs, ça le fait. Enfin, ils étaient 46 au départ, ça le fait. Pour 300, 400... c'est pas la même, mais c'était aussi l'objet de cette édition test, d'essayer de ne pas reproduire sur des éditions où il y aura plus de coureurs, d'essayer de ne pas reproduire en fait toutes ces erreurs-là qui ont été faites. Voilà, donc voilà, micro qui marche pas, on s'adapte, c'est pas grave, tout ça c'est pas grave, on s'adapte. Un micro qui marche pas, tu gueules juste un peu plus fort, et puis c'est pas grave, en fait j'avais fait quelques petites notes avec... faut juste pas stresser, pas paniquer, et puis pas partir en vrille pour un micro qui marche pas, quoi. Lancement de la musique, on fait un petit live. Sur le live, la musique s'entend pas. Peut-être enceinte mal positionnée, peut-être le téléphone mal orienté, je sais pas. Mais bref, toujours est-il que je suis content, les coureurs partent là, et là tu te retrouves tout seul. Tu te retrouves tout seul. Heureusement, j'avais prévu juste après le départ un petit rendez-vous avec les quelques officiels qui étaient présents, donc des représentants de communes et puis les journalistes pour discuter de ce projet-là, se rencontrer après tout ce temps, passer à préparer et puis à se discuter par mail, etc. Eh bien, c'était sympa de pouvoir aussi se rencontrer et puis boire une petite coupette de champagne avec les quelques bénévoles qui étaient encore là pour fêter ce départ de cette édition 0 bis du Grand Raid du Finistère. Et donc là, on a pas mal passé de temps à discuter. Moi, j'étais confiant. Ça m'a permis aussi de me dire, bon, bah là, ils sont en train de traverser les routes. Et puis, de toute façon, il y a des bénévoles qui sont là pour assurer les traversées de route. J'ai un VTT qui ouvre le chemin, donc sur les 3 premiers kilomètres. Enfin, voilà, il y a aucun risque sur ce début de course. Donc, tout va bien. Tout va bien. Ils sont en sécurité. Ils sont partis. Et puis après tu te retrouves seul dans la salle parce que tu as tous tes bénévoles qui sont partis soit sur des points de ravitaillement, soit sur des points d'eau, soit sur des postes de signalement. Et je me retrouve avec Luc. Luc qui est qui travaille chez Brace Chrono. Et là, on commence à suivre les coureurs à distance. On regarde sur les cartes. Tiens, est-ce que ça fonctionne bien? On a un petit stress à un moment parce que on a une balise qui bouge plus. Et pourtant, les bénévoles nous disent ben, qu'est-ce qu'on fait? On l'attend pas. Alors là, tu as 2 options. Soit tu as un coureur en fait, qui est tombé, qui a fait un malaise, tu sais pas en fait.
Soit en fait il a mal positionné sa balise dans son sac parce que les balises doivent être positionnées correctement. Il faut éviter de les mettre sous le téléphone, sous un truc en alu parce que sinon le signal il capte pas. Euh, Soit, ben, en fait, il a peut-être fait tomber sa balise aussi, ça peut arriver. Donc j'envoie des gens pour essayer de chercher la balise, voir à cet endroit-là, et puis je dis aux signaleurs qui sont au poste en amont de checker les dossards pour voir si s'ils le voient passer. Et puis, ben, ils le voient passer, et donc je peux rassurer. Les, les bénévoles qui sont partis pour voir s'il lui était pas arrivé une tuile. Voilà, donc tu dois gérer en fait ces petites galères, ces petites choses qui se produisent souvent au début pour vérifier que chacun a bien positionné sa balise, que tout est ok, tout est lancé. Et ça doit se faire H24 pour s'assurer que les coureurs sont pas en difficulté. Et puis ben, ça, faut toujours avoir un petit œil sur l'écran pour le suivi des coureurs. Alors même s'il y a des alertes qui remontent en cas d'immobilisation d'un coureur. Et puis j'avais une équipe de secouristes qui était prête à intervenir au cas où sur le terrain. Euh, voilà, donc au bout d'un moment arrive la nuit. J'ai Thomas qui était lui parti sur un point d'eau qui revient. On prend le temps de manger avec aussi les bénévoles et boire un coup. Les bénévoles d'Argol qui eux sont revenus de leur point. Ah oui, alors je vais vous préciser en fait comment se passent les ravitaillements. C'est une vraie volonté pour limiter le gaspillage alimentaire d'une part et aussi d'autre part d'avoir les premiers qui arrivent sur un ravito qui ont un banquet et puis les derniers si les pauvres ils ont ce qui reste. En fait chaque coureur doit apporter avec lui son alimentation et tout ce qu'il veut retrouver sur les ravitaillements. Nous on lui fournit uniquement de l'eau et de l'eau chaude. Comme ça lui permet de se faire peut-être des plats lyophilisés, des soupes, ce qu'il veut, un petit café, grâce à l'eau chaude. Et puis tout le reste, en fait, il le retrouve dans ces petits sacs ravito qu'il a préparés. Alors il peut mettre ce qu'il veut, des tenues de rechange, ce qu'il veut. Un PC portable pour regarder une série Netflix s'il veut, tout ce qu'il veut, quoi, il n'y a pas de problème. Nous, on lui apporte ça sur 4 points et qui sont espacés chacun d'entre 30 et 35 km. Et entre chacun de ces points, tu as 1 à 2 points d'eau. Donc tu as en tout 8 points d'eau, plus 4 ravitaillements sur l'ensemble du parcours. Ce qui fait quand même suffisamment de points pour pouvoir se ravitailler sans avoir un sac qui est ultra chargé, ultra lourd. Sachant que sur la version avant la reconnaissance du parcours, j'avais décidé de mettre uniquement ces 4 points de ravitaillement, ce qui imposait aux coureurs de se charger quand même pas mal en eau et c'était un peu vache. Donc pour qu'ils passent un meilleur moment sans être chargés comme des mulets et puis qu'ils puissent tenir ce temps imparti qui est quand même assez court de 31 heures, j'ai décidé d'ajouter des points d'eau entre les ravitaillements, donc 8 points d'eau supplémentaires, mais bon, ça c'est pareil, il a fallu s'adapter, et puis avec le nombre de bénévoles restreint, et puis une volonté aussi d'utiliser finalement zéro bouteille plastique sur les ravitaillements. Alors comment est-ce qu'on a fait ? Eh bien, j'avais demandé à des bénévoles, puis moi j'ai utilisé mes petits bacs que j'utilise pour brasser ma bière, et puis pour la laisser fermenter. C'est des bacs alimentaires, quand ils sont bien nettoyés, après il n'y a pas de goût que tu mets, que l'eau peut avoir, et puis un petit robinet en bas, c'est très pratique. Et donc j'avais disposé en fait j'avais disposé, les bénévoles se sont chargés d'assurer des points de ravitaillement, des points d'eau, avec des jerrycans donc il y avait sur chaque point d'eau 60 litres, ce qui était largement suffisant, et tous les coureurs ont pu être ravitaillés en eau, même il restait beaucoup de flotte bien souvent après leur passage. Voilà, donc on a réussi ce défi, ce pari de n'utiliser aucune bouteille plastique d'eau sur l'ensemble du parcours. Le seul endroit où il y avait des bouteilles d'eau, c'était à l'arrivée, pour que les coureurs puissent repartir en fait avec une bouteille d'eau s'ils le souhaitaient, pour leur trajet en voiture. Voilà, là il y avait de l'eau qui était à disposition, et aussi pour pouvoir en donner aussi aux accompagnateurs
et qu'il ne se soit pas à eux de payer, même si c'est pas bien cher de l'eau, au moins c'était fourni en fait aux accompagnateurs s'ils croisaient un autre coureur de pouvoir lui donner de l'eau quand ils voulaient. Donc nous on fournissait en fait quelques bouteilles d'eau à ces personnes-là pour leur éviter de lui donner tiens un jerrycan et t'oublieras pas surtout de me le ramener à la fin. Voilà. Donc voilà les conditions particulières de ce grand raid. Donc pas de balisage et des ravitaillements quand même assez particuliers. Donc c'est pour ça que j'insiste bien ce trail, cet ultra trail, est destiné à des coureurs aguerris et qui se connaissent. Voilà. Alors ça va peut-être pas plaire à certains que ce soit pas accessible, que ce soit dur. Moi, je trouve ça bien de rehausser le niveau, de se dire que le trail, ça reste de la course à pied et pas de la marche nordique. Même si je suis bien conscient que sur des trails, on marche beaucoup. Hein. Mais en fait, et puis ça apporte juste une grosse valeur en fait à tous ceux qui arrivent au bout. Et puis en fait, les coureurs qui ne sont pas arrivés au bout, pour beaucoup, en fait, ils prennent leur revanche là. L'année prochaine, ils se sont déjà préinscrits. Donc voilà, je trouve ça important de valoriser grandement les coureurs qui arrivent au bout de cette épreuve et de se dire c'est costaud, c'est solide, vous êtes arrivés au bout, bravo les gars, vous le méritez d'être finisher de ce Grand Raid du Finistère. Ensuite, dans la nuit, moi je me dis bon, je vais aller prendre la température un peu sur le terrain et donc je pars avec Thomas. On va au point d'eau de l'Envéoc, donc il y a un point d'eau qui est juste avant le ravitaillement. Et donc là, je croise grande chance, je croise plein de coureurs qui arrivent juste à ce moment-là et donc je peux les encourager, les checker, leur demander comment ça va, discuter, prendre la température. Trop bien, donc je suis trop content d'avoir pu croiser justement tous ces coureurs là et là donc c'est une des photos que j'ai partagées sur les réseaux. Il y a Alexandre qui me dit je suis trop content de te voir. Alexandre qui était un des participants d'Otard 65, j'avais pas noté mais là tu vois, ça me revient là maintenant comme ça, qui me dit je suis trop content de te voir, j'allais t'envoyer un message, j'abandonne. Alexandre il était là à l'édition 1, enfin 0 du coup, il avait terminé, et là il dit non, je peux pas me permettre d'être fatigué, parce que ma vie, tout ça. Donc là, déception quand même pour lui, et puis faut accueillir ça, faut l'écouter, faut peut-être essayer de motiver un petit peu, de se dire tiens, va quand même jusqu'au ravitaillement suivant, et puis pose-toi, il y a un endroit pour dormir, pose-toi, et puis tu repars après, peut-être que ça ira mieux. Il me dit non, ça fait depuis le départ, on est déjà presque au kilomètre 68 je crois de mémoire, ça fait déjà presque 60 bornes que je galère, il y a aucune raison que ça revienne, que j'ai pas de jambes, j'ai pas de cuisses, c'est dur, je prends pas de plaisir. Bon là quand c'est comme ça, t'as plus qu'à accepter en fait le fait qu'il va abandonner, et puis c'est comme ça, c'est ainsi, et puis le groupe avec qui il est repart sans lui, nous on prend dans la voiture, et puis voilà, c'est la fin pour lui, et petite déception, moi chaque fois que j'ai reçu un message pour dire tiens, il y a un tel qui s'est blessé, qui est tombé ou qui abandonne, sachant que au départ j'ai fait un petit jeu pour savoir d'où venait le coureur le plus loin, parce que la volonté du Grand Raid du Finistère, c'est de faire découvrir la Bretagne comme étant une terre sportive et culturelle à l'ensemble des personnes qui ne connaissent pas cette terre-là. Et le fait d'organiser un ultra trail, ça permet en fait, les gens font le déplacement en fait pour faire 166 km. Tu fais le déplacement pour faire un 20 bornes. Bon, rarement, quoi. Tu traverses pas la France pour faire un trail de 20 bornes, quoi. Pour faire un ultra, bon, d'accord. Tu vois, t'en prends un peu plus pour ton argent, quoi. Tu vois, t'as l'impression d'avoir fait plus de bornes, donc ça a plus de valeur. Enfin, et là, les coureurs lèvent la main. Je fais un petit
comment ça s'appelle là, une petite enchère. Donc qui a fait 100 km, paf, tout le monde lève la main, enfin beaucoup lèvent la main, 200, paf, des quelques mains qui se baissent. Et là, à 700 km, il ne reste plus qu'un participant qui était venu donc de Saint-Étienne, et je lui remets notre petit Gonadu, donc le drapeau breton, en lot, en guise de bienvenue et de remerciement surtout d'avoir fait tous ces kilomètres pour participer au Grand Raid du Finistère. Et ce coureur-là, malheureusement, a abandonné au premier ravitaillement, au 38e kilomètre, parce que pas de jambes en fait. Comme quoi ça arrive en fait, tu traverses la France pour faire un trail, et puis le jour J t'as pas de jambes, c'est comme ça. Là aussi c'est pareil, il faut l'accueillir, il faut l'accepter, et ça fait partie du jeu quoi. Alors je suis en train de remettre mes jambes correctement, là ça va faire un peu de bruit. Hop, j'avais mal aux jambes là, voilà. Ah. Tac, voilà, je suis installé. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, donc visite au terrain de l'Envéoc, premier point d'eau. J'ai mon Fabien qui est en place. Il a fait, c'est lui qui était au point d'eau du Ménézum, tout en haut. Ensuite, il a été chercher notre coureur perdu, et puis hop, il assure un autre point d'eau. Et il est au taquet, le Fabien. Il est content. Il a passé ses 160 km sur le Grand Raid des Pyrénées. Il a hésité à s'inscrire au Grand Raid du Finistère, mais finalement, il s'est engagé comme bénévole. Donc très très cool, merci beaucoup à toi Fabien d'avoir participé à ce Grand Raid du Finistère, même si c'était en tant que bénévole. Eh bien, t'as été d'une très très grande aide, donc merci beaucoup, tu as été exceptionnel comme l'ensemble des bénévoles d'ailleurs. Donc ensuite je pars au ravitaillement de l'Envéoc. Ils nous ont installé une arche avec des lumières. Ils ont décoré la salle avec une ambiance un peu disco. Ils ont des petits chapeaux sympas. Non, franchement, ils ont fait un truc d'enfer. Un accueil des coureurs avec un petit tapis rouge, un sourire, de l'aide pour tous les coureurs. Donc, je suis super content en fait en arrivant dans ce ravitaillement-là, parce que ça, c'est quelque chose que tu vois, je maîtrise pas du tout. Et ce sont les bénévoles qui ont eux-mêmes pris l'initiative de se dire. Tiens, on va faire un truc sympa, un lieu accueillant, un lieu festif pour accueillir les coureurs, et puis pour leur donner de l'énergie, le sourire, qu'ils se souviennent de nous, juste qu'ils passent un meilleur moment en fait. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Alors sur ce point de ravitaillement là, j'avais des personnes aussi en or, hein. Il y avait Eric, Delphine, qui eux étaient les secouristes de la troupe, qui ont aidé comme jamais. Ils étaient là à l'installation dès le vendredi matin. Ils ont quitté, c'est eux les derniers à avoir quitté la salle. Le dimanche, ils étaient encore là pour m'aider. Donc vraiment, vraiment en or. Ils ont passé des nuits pourries, mais très contents de leur moment. Il y avait Alexandre qui était le responsable de ce ravitaillement-là, qui a fait pareil, qui était là dès le vendredi matin pour l'installation, qui s'est démerdé pour avoir une arche, qui a fait l'ouverture de la course en VTT, qui a été déposer des points d'eau, qui a été voilà, d'une très grande aide, même avant pour organiser certaines choses. Il y avait Steve qui était là toute la nuit aussi, il y avait Marc qui était là toute la nuit aussi. Enfin bref, que des gens vraiment fabuleux, et je vous remercierai jamais assez de ce moment que vous avez passé. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment sur ce ravitaillement de l'Orvéoc, et puis après j'ai décidé de faire demi-tour avec mon copain Thomas, et puis on est parti se reposer un petit peu. Donc j'ai dormi 2 heures en vrac dans la salle avec Luc, qui lui avait pas bougé, et on a décidé de fermer un peu l'œil, parce que tu sais que le lendemain, le samedi, eh bien, ça va être encore une grande journée, et le matin il a fallu installer le site en mode arrivée, et puis en fait ça c'est un truc auquel j'avais pas trop réfléchi. Je m'étais dit comment est-ce qu'on va faire, on verra ça sur place, comment on va faire, on a le temps. Et puis oui, on a eu le temps. En fait, on a installé un petit barnum qui faisait office d'arrivée, une petite cloche à sonner, l'arche qui était là aussi, et les quelques oriflammes qui étaient en place. Ça faisait une belle arrivée. Puis il y avait une petite allée pour les quelques personnes qui étaient là à accueillir les coureurs. Et
Donc on termine d'installer le site en mode arrivée avec l'emplacement de la sono aussi qui avait à déplacer. Et là, il est 11h30 et tu regardes les estimations d'arrivée de notre ami François Pellan qui était seul en tête et de très très loin. Il est censé arriver à 12h30 et toi il est 11h30 et puis tu t'es dit merde, j'ai pas eu le temps d'aller sur les autres ravitaillements. J'aurais bien aimé aller voir comment c'était à Camaret, voir comment c'était au Cap de la Chèvre, mais en fait il a fallu faire le choix. Soit je dormais et je me reposais, j'étais frais pour le lendemain, enfin frais, plus ou moins. Soit ben, je voyais ces ravitaillements-là et ben, le choix était fait le choix de la raison, d'être un peu plus frais. Et donc François arrive et là tu te dis waouh, purée, 19h26 pour faire 166 km, 3700 des plus. Tout autour de la presqu'île sur des terrains qui sont assez techniques sur la fin. Il y a beaucoup de portions de route au début, ça c'est quelque chose qui a surpris pas mal de coureurs, qui a attaqué leur quadri. Mais en fait, tous ceux qui souhaitent faire le Grand Raid du Finistère, déjà sachez-le, en fait, que la première partie est très roulante avec pas mal de routes. Mais en fait, on est imposé par le conseil départemental de suivre le GR qui passe de Pentrez jusqu'au pont de Térénez. Donc il y a un GR qui fait ce sentier-là, on l'emprunte quasiment exclusivement. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Voilà. Finalement, des chaussures de route, si le terrain est sec, bah, ça suffit pour faire cette première partie jusqu'au ravitaillement même jusqu'à la pointe des Espagnols. Donc ça suffit des chaussures de route. Et si vous voulez faire le Grand Raid du Finistère en duo, et ben, mettez le coureur qui est plus orienté marathon, voire 100 bornards, voire 24 heures sur le début du parcours, et puis le coureur qui a plus un profil trail sur la seconde partie, parce que ça lui correspondra plus en fait. Et si vous le faites tout seul, bah, sachez-le en fait, que la première partie est assez roulante. Et de toute façon, la trace, elle est toujours publique, elle est disponible. Vous pouvez toujours aller faire des reconnaissances du parcours. Sur Trace de Trail, vous tapez Grand Raid du Finistère 2022, Trace de Trail sur Google, et puis vous trouverez la trace vous téléchargez le GPX, ça vous fera un petit entraînement aussi de suivi de trace. Donc ouais, François qui arrive, belle émotion, on prend le temps de discuter, qu'est-ce qu'il a pensé du parcours, qu'est-ce qu'il a ressenti, comment ça s'est passé pour lui. François, c'est quelqu'un que j'ai déjà reçu en podcast en plus, donc je suis très content de le recevoir. Alors, vous retrouverez le lien de cet épisode que j'ai fait avec François qui est vraiment, vraiment super chouette. Je vais essayer de le retrouver en même temps que je parle. Et donc, François, c'est un fabuleux personnage, d'une humilité incroyable et qui a un niveau exceptionnel, qui arrive là avec une facilité déconcertante. En fait, il t'explique que les coureurs sont surchargés, que si lui, il est arrivé à terminer la boucle avec ce rythme-là, c'est uniquement parce qu'il a peu de matériel avec lui. Il a 2 flasques de 350 ml, un sac de 2 litres, juste une veste de pluie et puis un petit peu donc une couverture de survie et puis roule. Alors c'est l'épisode 169 que vous pouvez écouter et donc je l'avais titré à l'époque mêler vie pro, perso et être un sportif de très bon niveau. Bah voilà, ça s'est confirmé quelques temps après sur le Grand Raid du Finistère en arrivant en première place et en mettant ce chrono de référence de 19h26. Et voilà, on échange comme ça avec François, très simplement, très humblement, parce qu'il est aussi organisateur, il est aussi speaker. Donc ça a une très grande valeur pour moi d'avoir son avis sur l'événement, son avis global, général. Donc on prend vraiment beaucoup de temps pour échanger. Et ce qui m'a vraiment beaucoup plu aussi sur cette édition intimiste, les coureurs sont partis, il y avait 46 coureurs qui sont partis, il y a eu 17 abandons, donc ça fait quand même beaucoup de coureurs qui sont arrivés, ça fait 29 arrivés, et pour chacun
des coureurs. Certains ont fait l'ensemble de la course en binôme, quasiment toute la course en duo. Mais pour chaque arrivée, je les ai accueillis, on les a accueillis comme si ils étaient premiers. On mettait la même musique pour tous les coureurs, il y avait presque le même speech pour tous les coureurs que j'ai pu accueillir avec... ils ont pu tous aller sonner leur petite cloche. Pour chacun, en fait, tous les bénévoles accompagnateurs qui étaient dans la salle, on les faisait sortir pour avoir le maximum de monde qui applaudissait nos coureurs. Parce que quand tu ressors comme ça d'une nuit blanche, d'une journée passée sur le sentier, et que tu arrives enfin, eh ben, forcément, quand tu vois tous ces gens qui t'accueillent, que tu vois cette musique qui te met... bah, forcément, il y avait des coureurs qui avaient les larmes aux yeux. Ils avaient les larmes aux yeux quand ils arrivaient au terme de cette aventure. Et de procurer, en fait, de se dire qu'on a été à l'initiative de procurer cette émotion-là aux gens, c'est juste dingue. C'est juste dingue de chez dingue. Ça fait maintenant 5 ans que je crée du contenu. Ça fait des dizaines, des centaines de vidéos qui ont été publiées. Il y a eu plus de 200 podcasts qui ont été partagés. Il y a eu des dizaines d'articles décrits. Mais le seul événement, la seule création, la seule organisation, le seul truc que j'ai organisé qui a procuré des larmes, bah, c'est cet événement. Le Grand Raid du Finistère a fait pleurer des gens de joie, d'émotion, a fait partager des trucs. Et quand tu te dis que tu es à l'initiative de ça, tu oublies tout en fait. Tu oublies tout, tu te dis mais en fait, les petites nuits, les galères que j'ai eues, mais en fait, voir pleurer des gens parce qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes et que tu es à l'initiative de ça, mais ça n'a aucun prix. Ça mérite tous les sacrifices. Alors... en gardant de l'équilibre dans sa vie pro-perso, etc. Mais ça te fait tout oublier. Enfin, moi, je re-signe mais tous les ans pour vivre ça et être à l'origine de ça. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. J'en suis même convaincu. Ça n'a pas de prix. Juste, ça n'a pas de prix de voir ces coureurs-là arriver avec une telle émotion, une telle satisfaction d'être allés au bout d'eux-mêmes. J'ai pas de mots, en fait, pour décrire ça. Delphine, qui a accompagné des bénévoles, des coureurs sur la fin de course, donc Gary et Vincent, qui ont fait quasiment toute la course en duo, main dans la main presque, qui avaient les larmes aux yeux parce que quand ils sont arrivés, c'était une forte émotion pour eux. Elle avait presque envie de pleurer avec eux parce qu'on faisait descendre en fait. Enfin, ça aussi c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas prévu ça. C'est les bénévoles c'est Alexandre, Delphine, Eric qui se sont dit on va accueillir les coureurs sur la fin du parcours. Ils descendaient en courant ou en vélo pour leur indiquer le chemin et puis les encourager sur ces derniers kilomètres. Et puis elle a vécu en fait cette arrivée avec eux et elle avait elle aussi envie de lâcher finalement peut-être sa larme parce que tellement d'émotions en fait en voyant ces coureurs arriver. Voilà. Alors tous les coureurs arrivent quasiment tous à la fin du parcours et la fin du parcours est difficile parce que beaucoup en fait ont les montres qui lâchent, plus de batterie. Et du coup, faut s'orienter. Alors même si la dernière partie du parcours c'est celle qui est la mieux balisée, faut suivre le GR. Baliser du coup le balisage du GR. Donc là pour le coup, tu suis les traces rouges et blanches. Et on a quand même quelques coureurs qui s'égarent. Parce qu'il fait nuit, parce que manque de vigilance, et du coup on doit quand même orienter les derniers coureurs sur la fin. Donc si vous prévoyez justement suffisamment de batterie, sachez l'autonomie de votre montre et puis prévoyez des batteries de secours si vous vous engagez vous aussi sur ce Grand Raid du Finistère à l'avenir. Et on a un seul coureur qui arrive hors délai, donc il arrive à 2h30 et sachant que la barrière était à minuit, donc il est finisher mais finisher hors délai. Et donc ce qui me fait penser que finalement la barrière horaire n'est pas si stricte que ça. Alors certains coureurs ont arrêté en fait au Cap de la Chèvre, se disant qu'ils seraient hors délai
Et donc ils arrêtaient là. Bon, c'était leur choix. On n'avait pas de barrière horaire d'imposer sur ces ravitaillements-là. C'est quelque chose qui existera sur les éditions suivantes. Mais là, sur cette édition-là, il n'y avait pas de barrière horaire d'imposer sur les ravitaillements. Euh, et voilà, tous les coureurs arrivent. C'est le finisher, moi je l'accueille. C'est moi qui suis allé le chercher en vélo pour le coup, pour faire un petit live de son arrivée. Et ensuite, tout le monde va se coucher parce qu'il est tard. On a passé 2 nuits et 2 journées intenses. Et après, bah, t'as la redescente. L'événement est fini. Faut tout ranger, nettoyer. Il faut tout ramener aussi, les choses que t'as empruntées à droite à gauche. Donc, t'as la tireuse, l'arche, les flammes, la sono. Enfin bref, toutes ces choses-là, c'est des choses un peu moins cool que t'as, mais c'est à faire quand même. Et on m'avait prévenu. On m'avait dit, tu vas voir, après un événement comme ça, tu vas avoir un vide, parce que bah, tu as un événement comme ça qui te prend tout ton temps, que tu organises, que tu mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tu fais parler que de ça, et puis tu vas avoir un vide. Alors ce vide, en fait, moi je ne l'ai pas ressenti, parce que tout de suite, en fait, dès le dimanche, j'ai lancé les préinscriptions pour l'édition suivante, et en fait, bah, ça m'a je garde en fait la flamme entretenue pour organiser et préparer finalement cette édition suivante du Grand Raid du Finistère avec j'ai déjà réservé une salle pour on est le jeudi, hein, le truc il est terminé depuis samedi. J'ai déjà réservé une salle pour faire un petit débriefing avec l'ensemble des communes en décembre. J'ai envoyé un questionnaire de satisfaction. J'ai continué à communiquer du coup sur les préinscriptions. On a reçu les photos. J'ai déjà des trucs, des idées pour l'édition suivante. Enfin voilà. Et puis il y a la vie qui continue. Et puis tu reprends aussi ton rythme avec tout ce que tu as laissé traîner dans ta maison pendant tout ce temps-là. Tu vois, j'ai tondu ma pelouse qui était en souffrance. J'avais 2-3 bricoles à faire. Enfin voilà. Donc en fait, j'ai pas du tout ressenti ce vide-là pour le coup. Mais pour le coup, j'ai quand même une très très grande fierté personnelle de me dire que je deviens organisateur d'un ultra trail qui me faisait rêver. Je suis passionné de trail et principalement d'ultra trail. Et le fait d'organiser un ultra trail dans la région et dans le coin où tu es né, où j'ai grandi, où j'ai vécu 20 ans, où c'est un parcours qui est magnifique, qui est somptueux, qui était presque évident, et ben en fait j'ai cette grande fierté, j'en suis très fier. J'ai pas de honte à le dire, à le reconnaître. Je prends pas ça pour je me la raconte pas en fait. Non, je suis juste fier de ce que j'ai fait, de ce qu'on a pu faire ensemble en groupe. Et je trouve que c'est important en fait d'être fier de ce qu'on arrive à faire de bien, parce que en fait on pointe toujours du doigt ce qu'on fait de mal, toujours un peu dans le négatif, même si j'ai fait de la merde dans ma vie et puis je continuerai à en faire, mais là pour le coup je suis très fier de ce qui est en train de se passer avec ce grain du Finistère. Beaucoup de projets, beaucoup d'idées pour 2022, enfin pour 2023 déjà. Voilà, bon, il y a déjà des nouvelles épreuves avec une possibilité de faire la course en relais, soit à 2 ou à 4. Pourquoi faire une distance en relais et pas une distance intermédiaire ? Alors la première raison, c'est que ma volonté, c'est de faire découvrir la Bretagne comme une terre sportive et culturelle. Et pour faire découvrir la course, je pense que soit tu viens faire cette distance-là de loin, et du coup tu viens de loin pour faire cette distance-là, soit tu viens en groupe, et donc l'idée c'est de faire venir des groupes pour qu'ils vivent un moment, une semaine, 15 jours sur place, et ça permet aussi de rentabiliser un peu ce déplacement et pas juste de faire un aller-retour express et consommer du carburant pour juste venir faire une course. Non, je pense que c'est intéressant de venir faire une course soit en groupe, en famille, en club, en ce que vous voulez. Et donc de profiter de la course en relais. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis, il y a aussi d'autres courses en fait qui existent
sur la presqu'île. Donc il y a les Radieuses qui est 15 jours avant, il y a déjà un 22 et un 22, 23 et un 12 je crois de mémoire. Et puis il y a aussi la presqu'îlienne qui existe, qui a aussi plusieurs distances, qui est un peu plus tôt dans l'année, qui est en mai de mémoire. Enfin voilà, il y a déjà d'autres courses en fait qui existent sur la presqu'île et sur ce terrain-là. Alors ouais, je pourrais organiser en fait un départ officiel de Camaret. Parce que c'est un truc qui a déjà été fait, ça ferait une distance de 57 km sur la portion la plus technique du parcours. Oui, dans l'absolu, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, mais pas pour 2023. À l'avenir, on verra. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais ma vision, mon envie, c'est de rester sur ce format-là, soit en solo parce que tu viens faire la totalité du parcours de loin, soit de faire venir des groupes pour favoriser le tourisme et prolonger un peu cette saison touristique pour la presqu'île, et puis de prouver aussi à nos amis montagnards qu'on peut avoir de très très belles choses en dehors des montagnes. Donc inscrivez-vous, préinscrivez-vous, parce que là, à l'heure où je parle, il y a déjà presque 80 préinscriptions, et je ne sais pas combien de dossards je pourrais proposer pour cette édition 2023, parce que c'est un truc qui devra se décider avec les organisations, les officiels, et puis les personnes en charge de la protection de l'environnement, comme j'en ai déjà parlé en début de podcast. Voilà, alors déjà 1 heure d'enregistrement. Merci beaucoup à tous d'avoir été auditeurs de cet épisode, qui était un épisode important pour moi de débriefing, et puis aussi un épisode que je vais pouvoir garder en mémoire de ce Grand Raid du Finistère, de cet événement très important, très riche, et qui à mon avis a une belle place à poser dans le schéma et dans le paysage des ultra-trails bretons et voire même français. Voilà, j'en ai terminé. J'ai proposé à quelques coureurs bénévoles de me laisser un petit message audio pour alimenter ce podcast de leur ressenti, de leur point de vue, de dire ce qu'ils avaient envie de dire. Alors, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je ne sais toujours pas si certaines personnes vont participer et jouer le jeu. Je leur ai laissé très peu de temps, 24 heures, pour m'envoyer ce message audio, donc on verra. Juste après ce podcast, ce message-là, tu verras si certaines personnes vont jouer le jeu ou pas. J'en sais rien. C'est la suite, le jeu de la vie, ça. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité, de votre bienveillance, de vos partages sur tous les réseaux de ces épisodes de podcast de l'Instant Outdoor. Et moi, je suis très fier d'être devenu organisateur et d'avoir fait une nouvelle fois mon rôle de speaker pour cet événement du Grand Raid du Finistère. Et je vous laisse avec les audios qui m'ont été envoyés ou pas. À bientôt, bye bye. Hello tout le monde, écoutez, c'est Régis ou Reg qui courait le Grand Raid du Finistère ce week-end. Et juste un petit mot donc pour féliciter bien sûr toute l'équipe autour de François, qui a bien œuvré et qui nous a permis d'avoir un si bel événement. Que dire, écoutez, pour moi c'était une des premières fois où je partais vraiment sans balisage, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on appréhende un petit peu. Après voilà, j'avais la chance d'avoir la montre qui va bien, donc qui nous a permis à moi et mon binôme GG Jérôme de ne pas trop nous perdre et de faire l'ensemble du parcours dans les temps en plus. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on en garde un super souvenir. Mais côté bénévole, toujours au top. À chaque ravitaillement, on avait la chance vraiment de croiser des gens souriants, prêts à rendre service. Donc ça c'était top. Y compris jusqu'à l'arrivée où franchement je ne sais plus son prénom là à vélo, mais venir nous chercher 2 km avant l'arrivée, ça c'est un truc vraiment très très sympa, parce que ça nous évite de justement réfléchir sur le parcours, sur le final. Et en même temps, voilà, il discutait si on avait envie de discuter, il nous laissait dans notre bulle si on avait envie d'être dans notre bulle. Donc vraiment, ça c'est un truc qu'on a vraiment apprécié, qui est jouable, je pense, avec
avec peu de concurrents. Dès qu'on a plus de concurrents, ça serait peut-être compliqué à mettre en place. En tout cas, une super édition, François. Chapeau. On va en faire de la pub sans aucun souci. Autour de notre course, déjà, l'Endurance Trail des Corsaires à Saint-Malo, là, qui se déroulera le 4 mars, parce qu'on est exactement sur le même état d'esprit, sans balisage, sans ravito, le minimum, un petit retour du moins au trail, quoi, au vrai trail comme on les aime, du moins, comme ça correspond à certains coureurs. Donc, écoute, bon courage pour la prochaine édition et longue vie au Grand Raid du Finistère. Ciao. Salut François, c'est Sylvain. Je voulais témoigner donc pour dire que je suis très heureux d'avoir participé au Grand Raid du Finistère 2022, l'édition 0 bis. D'autant que c'était une première pour moi d'atteindre les 100 miles, donc très fier d'une part, et puis très reconnaissant aussi envers l'équipe des bénévoles, aux petits soins vraiment tout au long du week-end avec nous. J'ai rencontré aussi des ultra-trailers très très cool, donc très bonne ambiance. Côté parcours, pas grand-chose à dire, à part grandiose, vraiment, c'était magnifique. Moi qui suis finistérien d'origine, je connaissais pas cette partie du département, donc je me suis un peu réconcilié avec moi-même en faisant ce trail, qui était très technique parfois. J'ai réussi à ne pas me casser la gueule, même si parfois j'ai frôlé la catastrophe. En tout cas, ce trail est loin de m'avoir dégoûté, vraiment. Malgré la fatigue les jours suivants, là, je suis encore un peu dans le dur. Mais ça me donne envie de me lancer des nouveaux défis. Voilà, donc encore bravo à toi pour la création de cet événement. Je suis même prêt à revenir, tu vois, donc je suis un peu maso. Mais pourquoi pas, même en tant que bénévole, hein, je suis prêt à tout. Allez, salut François, à bientôt. Bonsoir François, écoute, moi j'ai été ravi de venir sur le Grand Raid du Finistère, c'était une découverte, mais c'était un vrai bonheur. Donc merci pour tout et j'espère que l'édition de 2023 se passera bien et qu'il y aura aussi encore plein de monde. À bientôt. Alors, qu'est-ce que le Grand Raid du Finistère? Eh bien, écoute, c'est une course formidable, avec des gens exceptionnels et une organisation simple, familiale, mais de ouf. Alors, si tu as un peu de folie dans la tête et une bonne prépa dans les jambes, eh ben, faut prendre le départ car tu vis des choses incroyables, des paysages magnifiques, des douleurs physiques et puis surtout une grande bouffée de bonheur lorsque tu arrives à passer et à franchir la cloche. J'ai pas vécu ce bonheur-là, mais mes bonheurs sur les 100 premiers kilomètres ont été pour moi déjà une belle expérience humaine et en tout cas une grande envie d'y retourner une deuxième fois. Allez, venez! Salut François. Bon, pas évident hein, de faire un petit message sans question. Donc juste quelques petits mots sur cette superbe course Grand Raid du Finistère, édition 0 bis. C'était vraiment une super édition. L'organisation est vraiment top. L'équipe est géniale. Les bénévoles sont topissimes. Donc pas grand chose à dire. Bon, si ce n'est que pour une fois j'ai quelques petits regrets. Mais c'est un peu le jeu de l'ultra. Pourtant, je dis tout le temps pas vivre avec des regrets, mais là, clairement, effectivement, 2-3 jours après, je me dis que peut-être que je regrette que la tête n'ait pas été présente ce week-end-là pour aller jusqu'au bout, parce que j'étais plus très loin, mais ça arrive, hein. Il y a des jours avec, des jours sans. Mais franchement, j'en garde quand même un super souvenir et vraiment, c'était une aventure humaine vraiment, vraiment sympa. Des gens super, que ce soit dans les coureurs, dans les bénévoles. On a ri et franchement, c'était top. Super paysage, la deuxième partie. Dommage, j'en ai vu qu'une partie. Mais vraiment top. Donc encore merci à toi, un grand bravo pour ce que tu fais. Un grand merci à tes bénévoles et je dis pas non pour une prochaine. Peut-être pas l'année prochaine, mais une autre fois certainement je reviendrai sur ce parcours. L'année prochaine, je pense que je serai plus du côté des bénévoles. Voilà. En tout cas, merci et j'espère à bientôt, à une prochaine sur une sortie trail, pourquoi pas, ou autre. Voilà. Ciao.
Alors 166 km, c'est clairement un autre monde pour moi, donc faire partie du Grand Raid du Finistère en tant que bénévole, je trouvais ça plutôt pas mal. Et franchement, vous êtes tous des grands malades. Ils ont tous été impressionnants. Alors quand je dis ils, c'est autant les hommes que les femmes, parce qu'il y avait Magali et Laure aussi. Tous incroyables. Alors surtout François, le premier, qui a fini en 19h26, qui a passé la ligne d'arrivée quasiment tout frais. Et alors moi j'étais sur le deuxième ravito à l'Envéoc, donc au 75e kilomètre. Et donc là on se dit, deuxième ravito, 75 km, les gars ils vont rester un petit peu, ils vont manger, ils vont prendre leur temps, ils vont dormir un petit peu. Donc François qui arrive vers minuit, nous ça faisait déjà 2 heures qu'on était au taquet, donc on s'est dit cool. Et ben non, François il est resté 4 minutes top chrono. On est tous restés sur le cul à le regarder partir parce qu'on n'a pas compris. Enfin voilà, franchement un truc de grand malade. Et sinon donc les ultras on dit que y a des hauts, il y a des bas, les hauts reviennent. Et effectivement j'ai pu le constater. Je pense notamment à Julien qui est arrivé au ravito un petit peu fatigué, qui a mangé, qui finalement a été faire une petite pause et au réveil a été vomir plusieurs fois. Il est reparti avec son binôme et là on s'est dit wow, ça va être quand même très très dur parce qu'il était tout blanc et pas en forme du tout. Et finalement, quel plaisir le samedi après-midi de descendre avec Alexandre pour aller chercher les trailers pour les accompagner pour faire la dernière remontée de 3 km à la sortie du GR et de retrouver Julien et son binôme qui avaient un bon rythme de marche. Et puis tout allait très bien, en pleine forme, donc c'était vraiment cool de le voir comme ça. Donc bien chouette. Et puis c'est cette remontée là qu'on faisait avec Alexandre quasiment pour tout le monde, de les suivre à vélo pour les booster un petit peu dans cette montée et puis de les ramener jusqu'à la salle. Et c'était vraiment vraiment sympa. Ça permettait d'avoir un peu leur ressenti sur la course, de savoir comment ça s'était passé et puis connaître un peu leur parcours. Donc c'était vraiment chouette. Et sinon alors les accompagnateurs aussi ils sont juste incroyables parce qu'ils suivent sur tout le parcours. Ils viennent en pleine nuit dans le froid. Ils viennent attendre dans la salle pour la plupart quand leur conjoint ou leur ami va bientôt arriver. Et donc c'est sympa parce qu'on peut aussi discuter avec eux et ils nous racontent un petit peu des petites anecdotes. Et ils arrivent des fois dans un chemin là notamment parce qu'elle s'est trompée de route et qu'à l'aller elle rencontre un monsieur qui est complètement allongé par terre. Donc elle va faire demi-tour et quand elle revient, ce monsieur-là, il danse comme ça, tout seul en plein milieu. Donc un petit peu flippant quand on est toute seule en pleine nuit. Mais voilà, plein de petites anecdotes. C'est impressionnant aussi de voir jusqu'à quel point de fatigue physique et mentale ils arrivent. Je repense à Gary et Vincent quand on les attendait sur la sortie du GR. On demande à Gary comment ça va, on voyait bien que c'était un peu compliqué. Et donc il nous dit c'est dur, mais comparé à mon collègue derrière, je vais pas me plaindre, on va dire que ça va. Effectivement, Vincent derrière, c'était un peu plus compliqué. Donc bien content de pouvoir les accompagner dans cette remontée pour les rebooster un petit peu. Donc ça a permis de discuter un peu avec Gary, avec Vincent un peu moins parce qu'il était un peu au bout. Donc c'était vraiment chouette. Et là on voit qu'il y a des liens et des émotions des gros liens qui se créent entre eux parce qu'à 200 ou 300 mètres de l'arrivée,
et ils se sont pris dans les bras à se remercier et à commencer à pleurer. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et même sur la ligne d'arrivée, quand Gary a été interviewé par toi, François, franchement, toutes les émotions sont sorties et je trouve ça juste impressionnant. Pour une édition 0 bis, c'était vraiment le top du top. Vivement l'année prochaine, je vois qu'il y a pas mal d'inscrits, de pré-inscrits pour le prochain. Il y a 2 noms que je connais, dont un que je n'ai pas vu depuis, on va dire, 12-13 ans. Ça va être très sympa de le revoir dans un autre contexte qu'avant. Bravo à toi François pour cette organisation que tu as gérée un petit peu tout seul pendant ces quelques mois. Ça a été très bien géré et je pense que c'est le début d'une longue lignée encore du Grand Raid du Finistère. À l'année prochaine!